Alors avant d'aller dans du concret, avant de commencer à comparer, je veux insister sur quelque chose d'hyper important quand même. Découvrir ta personnalité par le biais d'un test et d'un modèle de psychologie de personnalité qui est plus ou moins fiable n'est pas censé être un truc que tu fais pour le fun. Et c'est pas un truc que tu fais pour avoir des compliments par rapport à ta belle personnalité, ni un truc qui va te mettre dans des cases que tu vas trouver intéressantes, ou pas d'ailleurs. Mais c'est censé être un moyen de te décrire aussi précisément que possible et attirer ton attention à tes points forts et tes points faibles et les paramètres de ta personnalité. Et là, tu peux mieux organiser ta vie en fonction de ces paramètres et ces variables et la prendre dans la direction que tu souhaites. Mais pas que, parce que ça c'est la partie que tu fais avec toi-même. Les modèles fournis par la psychologie de la personnalité te permettent aussi de comprendre ta différence avec l'autre, parce que y a pas que tes opinions qui te différencient des autres, mais tout un appareil psychologique différent du tien, tout un mécanisme et un processus de voir le monde qui diffère carrément du tien. Après, tu peux partager certaines variables, plusieurs des variables ou aucune avec les personnes que tu côtoies au quotidien. Donc, pour résumer, les modèles de mesure et de classification de la personnalité te permettent de 1. Faire un check de ta propre réalité ne serait-ce qu'une fois dans la vie parce que tu en auras certainement besoin. 2. Comprendre la réalité des autres qui est probablement différente de la tienne. Donc voilà, il fallait que tout ça sorte au risque de faire une intro un peu longue. Alors, revenons à ces deux modèles, le MBTI et le Big Five. C'est quoi la différence? Eh ben, ils sont assez différents. Parlons d'abord de leurs origines. Alors, le MBTI est d'abord plus vieux et il est plus intuitif et il est plus subjectif comme travail. Et j'ai l'impression qu'on y a mis plus de cœur. J'explique. Carl Jung était un psychiatre, un philosophe exceptionnel. C'est un visionnaire qui a pu voir les différentes fonctions, les différents processus et les différentes caractéristiques de la personnalité bien avant qu'il y ait une science dédiée à ça. Et bien avant la disponibilité d'autant de données psychométriques qui puissent valider ces théories de la personnalité. Maintenant, Jung avait tellement de choses à révolutionner dans le monde de la psychologie qu'il a parlé de ça et puis il a laissé de côté pour que d'autres personnes continuent le chemin. Et là, il y a plusieurs personnes qui ont été impressionnées par les idées perspicaces qu'il a mis en lumière dans son livre Les types psychologiques. Et les principales personnes qui ont vraiment continué sur ce chemin-là sont Madame Catherine Briggs et sa fille Isabel Myers. Elles ont bien développé le modèle prédéfini par Jung et lui ont même rajouté une nouvelle dimension. Et malgré tous les obstacles qu'elles ont eus, parce que c'était des femmes qui ont essayé de faire une découverte scientifique au début du XXe siècle, elles ont réussi à faire gagner de la notoriété à ce test qui est devenu un des tests les plus populaires au monde à partir des années 60 et jusqu'à aujourd'hui. Voilà un peu l'histoire d'origine du MBTI, notre premier candidat. Alors, il se trouve face à un autre candidat qui est le modèle de Big Five, qui lui est considéré comme l'enfant prodige de la psychologie de la personnalité, parce que lui a été obtenu après les recherches de plusieurs chercheurs qui sont partis de plus de 4500 mots qui décrivent la personnalité et le comportement humain. Alors il a été proposé dans les années 60 par deux chercheurs dans la psychologie qui s'appellent Ernest Tupes et Raymond Crystal, et puis il a été repris par plusieurs autres chercheurs qui éventuellement ont prouvé par les données psychométriques que tous les traits de la personnalité peuvent être contenus dans 5 catégories principales. Et là, on voit que pour le MBTI, on est parti de la théorie qu'on a cherché à prouver et que pour le Big Five, on est parti des données pour obtenir la théorie. Ce qui fait que, première différence du coup, c'est le fait que le MBTI est un outil plutôt qualitatif alors que le Big Five est un outil plutôt quantitatif. J'explique. Un outil qualitatif, c'est un outil basé sur une théorie subjective qu'on décrit d'une manière plutôt narrative et qu'on cherche à prouver par le biais de données psychométriques. L'outil quantitatif, c'est un peu le contraire de ça, comme le Big Five, qui part d'une approche purement psychométrique basée sur des données objectives, précises et numériques. Ce qui fait que les résultats sont différents. Concernant le MBTI, on obtient des préférences qui appartiennent à un profil qu'on peut décrire ou prédécrire. Pour le Big Five, on obtient des chiffres, des pourcentages, un placement sur un axe qui ne signifie pas avoir un profil bien particulier. Donc il y a une grande différence dans la manière dont ils traitent les variables. Il y en a un qui les quantifie, il y en a un qui les qualifie. Mais les deux modèles sont pas aussi différents que ça au final. Je ne suis pas la seule à le remarquer d'ailleurs. Et voilà la concordance des axes que je vais essayer de schématiser pour que tu puisses mieux comprendre. Concernant la première dichotomie pour le modèle de MBTI, qui est l'extraversion contre l'introversion, pour le modèle Big Five, on trouve l'axe de l'extraversion. Donc on va te placer quelque part sur ce spectre-là. Alors pour le MBTI, si tu es à 51% d'extravertisme ou à 90%, tu es considéré comme quelqu'un d'extraverti. Alors que sur le modèle Big Five, là tu es juste placé quelque part sur le spectre sans qu'on te dise que tu es extraverti ou introverti. C'est à toi de le comprendre derrière. Donc la première dichotomie pour le MBTI correspond au spectre de l'extraversion pour le Big Five. La deuxième dichotomie du MBTI, qui est l'intuition contre la sensation, correspond au spectre de
openness, de ouverture. Parce que plus t'es intuitif, plus t'es sujet à apprécier les théories, l'abstraction et la conceptualisation des idées. Quand t'es plus sensoriel, t'es un peu moins ouvert aux nouvelles expériences, c'est-à-dire que tu préfères les choses concrètes et être ancré dans la réalité. Donc la deuxième dichotomie correspond à un autre axe sur le Big Five. Troisième dichotomie qui est le thinking, pensée, contre le feeling, sentiment, correspond au spectre de l'agréabilité. Donc la dichotomie du sentiment qui se caractérise par les valeurs, l'harmonie avec les autres, la gentillesse, correspond à un pourcentage plus ou moins haut sur ce spectre d'agréabilité qui correspond pratiquement au même trait de gentillesse, le fait d'éviter les conflits avec les autres, apprécier l'harmonie, enfin voilà. Deuxième dichotomie, elle correspond au spectre de l'agréabilité. La quatrième dichotomie qui est la perception contre le jugement correspond au spectre de caractère consensueux. Et c'est facile à expliquer, plus t'es élevé sur le spectre de jugement, plus t'es élevé dans le caractère consensueux. Plus c'est le contraire, plus t'es dans la prospection et dans vouloir recevoir des informations, ne pas trop agir, plus t'es bas en caractère consensueux. Donc ça va également de soi. Maintenant, le modèle Big Five a un trait de plus, un spectre de plus qui est le spectre de névrosisme, qui n'est pas censé exister dans le modèle de MBTI. Et là, c'est le spectre de tendance à passer par des émotions négatives et de l'instabilité, on va dire, émotionnelle. Si tu connais l'MBTI, que tu as déjà passé le test, t'es probablement passé par le site 16 personnalités qui te rajoute cette cinquième dimension sous forme d'un axe de assurance ou prudence. Du coup, cette dernière dichotomie, elle correspond à l'axe de névrosisme. Donc là, on trouve beaucoup de communs parce que les deux modèles, au final, ils décrivent à peu près la même chose. Même si les descriptions peuvent varier, les deux modèles décrivent à peu près la même chose et les mêmes aspects. Et là, je prends un moment pour dire c'est impressionnant que Carl Jung, très longtemps avant que la science arrive objectivement aux mêmes conclusions, a eu l'intuition de théoriser le même modèle. Même si une grande partie du travail a été faite, principalement par sa plus grande fan Catherine Briggs, et repris par sa fille Isabel Briggs, qui a produit le test qu'on connaît aujourd'hui. Donc, pour revenir à nos moutons, alors oui, les deux modèles sont différents dans leur approche, ils sont différents dans la nature du résultat que tu vas avoir, mais c'est comme deux devises différentes qui peuvent se convertir en la même monnaie. Ça a le même but. Et là, tu vas peut-être te demander, du coup, c'est lequel qui est mieux s'ils décrivent la même chose. Donc, si on devait choisir un gagnant de point de vue scientifique et académique, le Big Five va le remporter sans discussion. Et étant plus incliné à la fiabilité scientifique, je me trouve obligée de m'incliner plus vers le Big Five. Pour démontrer un peu cette notion de précision qui est plus présente chez le modèle Big Five, je vais essayer de t'étaler deux résultats probables de deux personnes qui vont avoir le même type de personnalité MBTI, deux personnes qui ont le profil ISTP par exemple, et deux personnes qui ont le profil INTP par exemple. Notre ISTP numéro 1, il a comme résultat sur le spectre de ouverture 48%, sur le spectre de caractère consensueux 45%, sur le spectre de extraversion 47% et sur le spectre d'agréabilité 42%. On va pas parler de spectre de névrosisme, on va le laisser de côté. Donc, comme tu peux le remarquer, la deuxième personne ISTP peut avoir les résultats suivants sur le modèle Big Five. Pour le spectre de ouverture, 35%. Pour le spectre de caractère consensueux, 38%. Sur le spectre de l'extraversion, 30%, sur le spectre d'agréabilité, 35%. Là, selon le MBTI, ces deux personnes-là sont censées être semblables. Et oui, on va leur trouver beaucoup de ressemblances, surtout si on les compare à des types vraiment à l'opposé de leur personnalité. Mais si on veut de la précision, laisse-moi te donner d'autres exemples. Je vais mettre ces types-là, et surtout le type ISTP 1, en comparaison avec deux autres personnes qui vont avoir comme résultat MBTI le profil INTP, qui est censé être différent. Notre INTP numéro 1, il peut facilement avoir les résultats suivants. Sur le spectre de ouverture, il va avoir 55%. Sur le spectre de caractère consensueux, il va avoir les résultats 42%. Sur le spectre de l'extraversion, il va avoir 42%. Et sur le spectre d'agréabilité, il va avoir le résultat 42%. Notre deuxième INTP, qui a le même profil MBTI, peut facilement avoir les résultats suivants. Sur le spectre d'ouverture, 90%, sur le spectre de caractère consensueux, 49%, sur le spectre d'extraversion, 23%, et sur le spectre d'agréabilité, 30%. Donc ces deux personnes-là sont censées avoir le même type de personnalité. Et en fait, pareil que pour le cas du premier ISTP et du deuxième ISTP, si on les compare à des personnes qui sont d'un type vraiment opposé à eux, ils vont avoir assez de points en commun. Donc, selon le modèle Big Five, ISTP numéro 1, il va plus ressembler à INTP numéro 1 qu'au ISTP numéro 2 qui est censé être une personne de son même type. Pareil pour le INTP numéro 1, il va ressembler à ISTP numéro 1 beaucoup plus qu'au INTP numéro 2 qui est censé avoir le même type
type que lui. Et ce INTP numéro 2, il va ressembler beaucoup plus à quelqu'un avec le modèle Big Five suivant. 85% sur le spectre de ouverture, 54% sur le spectre de caractère consciencieux, 25% sur le spectre de extraversion et 30% sur le spectre d'agréabilité. Même si une personne avec de tels résultats sur le modèle Big Five va probablement appartenir au type de personnalité INTJ. Donc en gros, la situation sur le spectre, la situation sur l'axe et les pourcentages sont très importants pour voir vraiment à quel point les personnes elles se ressemblent et pour pouvoir les classifier. La plupart des gens, et c'est plus 60% pour être plus précise, vont être situés au milieu des axes. Donc on va leur assigner une préférence selon le modèle MBTI, alors que ces préférences elles sont assez équilibrées et ne sont pas aussi extrêmes que ça. Donc là je vais avoir l'air d'un peu descendre et démonter la fiabilité de l'MBTI, ce qui n'est pas le cas, parce que c'est un excellent outil d'amélioration de communication avec l'autre et de compréhension de l'autre qui est plus intuitif par exemple, qui a une préférence pour l'intuition, qui a une préférence pour la sensation, donc qui est plus cartésien ou qui est plus dans les valeurs ou qui est plus dans la préférence de recueil d'informations, voilà, ainsi de suite. Mais il faut garder en tête que l'intensité de la préférence varie d'une personne à une autre et qu'il y a un autre modèle qui est un peu plus précis, qui va, on va dire, mieux cadrer tes résultats de MBTI. Donc si tu veux avoir les meilleurs résultats, bah vaut mieux avoir un minimum de connaissances sur les deux modèles qui peuvent être complémentaires en fait. Donc si j'ai une reproche à faire à l'MBTI, ce serait ce manque de représentation des variations que peuvent avoir les personnes du même type de personnalité. Donc le cas des démonstrations que j'ai faites. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'on peut repasser le MBTI et obtenir un résultat différent. Si dans tes résultats, tu as des pourcentages qui sont autour des 50-55%, bah cette préférence, elle est très susceptible de changer à un moment, parce que t'es vraiment dans la moyenne. Et t'as pas de préférence prononcée là-dessus. Donc si tu es fan du MBTI, si t'aimes bien le fait d'avoir un type de personnalité auquel tu appartiens, s'il te plaît, fais quand même attention aux étiquettes qu'on peut coller à un type ou à un autre. Oui, de type ISTP, INTP, ENFJ ou autre, bah certainement qu'elles vont se ressembler, c'est sûr. Mais selon les résultats que ces personnes peuvent avoir sur les spectres de traits de personnalité, elles peuvent ressembler plus à une personne d'un autre type selon le modèle MBTI. Donc j'espère que t'as compris les points que j'essaie d'expliquer. Avoir un résultat de type de personnalité MBTI n'est pas du tout absolu, même si c'est un excellent moyen de te connaître. Si tu fais attention au pourcentage que tu vas avoir et si tu complémentes ça avec un autre test qui est le Big Five qui va te donner plus de compréhension. Et être assigné à un type de personnalité ne veut pas du tout dire que tu es une copie de toutes les personnes qui l'ont. Cela étant dit, le MBTI reste un des meilleurs outils pour se comprendre soi-même et de comprendre l'autre et pouvoir mieux communiquer avec. Et pour être entièrement honnête, il a une petite touche au fait d'appartenir à un profil qui manque au Big Five. Et je pense que c'est la raison de la popularité immense de l'MBTI parce qu'il peut changer vraiment la vie à quelqu'un quand il sait qu'il appartient à un profil. Donc il y a cette notion d'appartenance et que voilà, je suis pas seule, il y a des gens comme moi. Et il y a surtout l'originalité de la manière dont tu peux retenir tes préférences en leur assignant un joli acronyme. L'MBTI, c'était le premier outil à créer tout un nouveau langage qui sert à comprendre tes différences avec l'autre. Et j'avoue, je suis coupable moi-même d'utiliser ce langage que je trouve vraiment utile. Donc pour résumer la comparaison, les deux outils décrivent à peu près la même chose et sont tous les deux assez utiles et performants. Le modèle Big Five l'emporte de point de vue validité scientifique et précision de la description. Le modèle MBTI le remporte de point de vue popularité et facilité de description. Donc en tant que fan moi-même des deux modèles, je te propose d'avoir assez de connaissances des deux et de les utiliser d'une manière complémentaire. Donc je vais te laisser les liens en bas pour que tu puisses passer ces tests. Alors la plupart des sites font passer les tests en anglais, donc j'espère que ça te dérange pas, parce que j'ai mis les liens aussi pour ces versions en anglais. Donc je précise que je parle de chacun de ces modèles que je trouve tous les deux assez intéressants dans des épisodes qui leur sont dédiés dans la série sur la psychologie de la personnalité. Donc si ça t'intéresse d'en savoir plus, je vais t'inviter à t'abonner et à regarder les épisodes de cette série. Et encore une fois, si tu as des questions, des propositions, s'il y a des sujets que tu veux que j'aborde, merci de me le faire savoir en commentaire. Je suis très intéressée de savoir ce que t'en penses. Si tu es toujours là, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin et je te dis à très bientôt mon ami.